Radio à vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio à vous l'été. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Fidèles auditeurs et internautes de Radio Canal K, Radio à vous l'été, bonjour, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Nous sommes en direct de Lomé, la capitale togolaise, où nous recevons dans le cadre de l'émission La Voix du Peuple sur Radio à vous l'été, l'honorable Targon Sambrini, président national du parti DSA, membre de C14. Avec notre invité, nous allons aujourd'hui scruter l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Nous allons parler de l'augmentation des prix à la pompe des produits pétroliers. Honorable Targon, bonjour. Bonjour mon frère Rodrigue Ahego et merci à Radio à vous l'été pour m'avoir accordé une fois encore l'occasion de m'adresser aux auditeurs à l'écoute de Radio à vous l'été. Merci. Merci à vous aussi, surtout pour la disponibilité. Et dites-nous comment se porte le parti DSA. Le parti DSA, les démocrates socialistes africains, se porte à merveille, très bien, et est dans la dynamique d'une alternance politique dans notre pays. C'est un parti membre de la coalition des 14 partis politiques en lutte pour un véritable changement dans notre pays. Le DSA prône l'égalité, la justice et la solidarité entre les peuples. Le DSA fera en sorte que le peuple togolais puisse être satisfait, puisse être épanoui par rapport à l'action qu'il pense contribuer dans le développement du pays. Alors, je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et ça fait 5 années que vous avez été élu comme représentant donc du peuple, élu du peuple à l'Assemblée nationale. Quelle évaluation faites-vous de ces 5 années de représentation? Merci. Je crois que pour vraiment exposer 5 années d'activité à l'Assemblée nationale, c'est énorme, mais je vais donner une impression générale qui couvre l'activité à l'Assemblée nationale. Et je pense que l'Assemblée nationale est au service de la population. Mais pour dire clair, l'Assemblée telle que nous la voyons, tout comme la plupart des institutions de la République, souffre de beaucoup de problèmes pour vraiment s'exercer efficacement. Et je pense que dans cet ensemble, il faudra bien respecter ce que nous appelons la séparation des pouvoirs pour vraiment donner un sens de gouvernance dans notre pays. Et l'Assemblée nationale en souffre énormément. Et je crois que c'est en cela que je peux dire que l'Assemblée nationale a l'impression d'être une continuité du pouvoir exécutif. Et c'est ça qui n'est pas du tout bien. Et nous devons faire en sorte que l'Assemblée nationale soit une institution indépendante au service de l'intérêt général du peuple togolais, tout comme les autres institutions que nous réclamons actuellement, que ces institutions soient recomposées et donner une image démocratique de notre pays. Dans notre pays, il n'y a qu'un seul pouvoir, le pouvoir exécutif qui actuellement, où les autres pouvoirs sont aux ordres. Donc, vous voyez le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire, vous allez tout simplement constater qu'ils sont sous des ordres du pouvoir exécutif, ce qui est anormal pour vraiment un bon exercice, pour une bonne gouvernance dans l'État. Moi, je fais partie de l'Assemblée nationale et vous n'ignorez pas qu'entre-temps, j'ai été victime d'ailleurs de ce que je peux appeler une barbarie du pouvoir exécutif. C'est dès les premières années de ma mandature que le préfet de Dankwen, M. Dadia Manganawe, avait organisé un complot contre moi en faisant des montages de faits, instrumentalisant la justice contre moi, me reprochant de troubles à l'ordre public, de vol qualifié même, homicide volontaire,
des faits non fondés, incendie, complicité, près de 8 chefs d'inculpation qui n'étaient fondés sur rien. Mais vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée a été instrumentalisée, mise à l'exécution, et on a passé en violation de tout règlement intérieur de l'Assemblée pour lever mon immunité d'emblée. Cette impression d'ailleurs que je peux avoir de cette Assemblée, vous comprenez très bien que quelqu'un qui a vécu ces faits-là de violation ne peut pas quand même comprendre, puisque c'est mon premier mandat au niveau de l'Assemblée nationale, ayant vécu ces choses-là. Mais qu'est-ce que vous pensez que je pouvais avoir de une Assemblée? Notre Assemblée, c'est vraiment une impression de je ne sais quoi. Bon, je ne peux pas qualifier de chaos, mais on peut tout de même dire que ce n'est pas une institution qui fonctionne normalement. Ce n'est pas une institution. Ça veut dire que le travail que nous faisons n'est pas fait dans un esprit d'indépendance totale. On dit bien sûr que le député n'a pas un mandat impératif. Alors, ça veut dire que le député est libre de décider, mais ce n'est pas le cas au niveau de notre Assemblée. C'est ça qui est déplorable. Et je crois qu'au vu de tout ça là, et au vu de ce que nous avons eu à étudier comme loi au niveau de l'Assemblée nationale, il faut vraiment dire que si tu es de l'opposition et que tu as eu à participer à ces travaux, vraiment, ce n'est pas facile. Et c'est vraiment de la merde et vraiment, ça ne peut que donner une impression très morose et une impression très pessimiste de l'activité parlementaire. Est-ce un regret pour vous d'avoir fait l'expérience sur ces 5 années? Vous l'avez dit, votre première année, vous avez été cueilli à chaud avec ce montage tel que vous l'appelez. Et par après, même si on a levé votre immunité, vous avez fini par réintégrer quand même l'équipe. Est-ce un regret pour vous? Non, pas totalement un regret. À chaque étape de la vie, l'on peut vivre beaucoup de choses. Sauf que l'on doit tirer des expériences et pouvoir avancer. J'estime que ce qui est arrivé peut arriver à tout le monde. Ça ne peut pas m'empêcher de dire qu'on ne va pas continuer de se battre pour changer. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux, qui motive même à plus se battre pour mettre des institutions au pas, d'où notre lutte politique. Parce que dans un pays normalement démocratique, des choses pareilles ne se passent pas. C'est des raisons motivantes pour nous permettre d'avancer plus vite et de chercher à faire en sorte que notre pays soit gouverné de la manière la plus propre et efficace pour le bien du peuple togolais. Alors vous venez de dire que l'Assemblée ne fonctionne pas bien, les autres pouvoirs sont assujettis à la cadence imposée par le pouvoir exécutif. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui changer pour que cette donne disparaisse, que l'appareil soit équilibré et que chaque pouvoir joue pleinement son rôle? Sans la démocratie, aucun peuple ne peut s'épanouir. Ça, c'est très prouvé. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et le pouvoir du peuple est le pouvoir de la majorité, surtout. Alors, si un peuple subit la pression d'une minorité, vous comprenez que là, ça ne peut pas marcher. Les lois sont faites par rapport à l'opinion du grand groupe et non à l'opinion de la minorité. Et à cela, je pense que nous devons nous battre pour vraiment assainir notre gouvernance politique, à faire de la démocratie une institution de notre pays pour que nous puissions ressembler aux autres pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo est un cas atypique dans la sous-région en ce qui concerne la démocratie. Et nous pensons que tous les problèmes que nous vivons est le fait du déficit démocratique. Il vaut mieux régler le problème en amont. C'est la démocratie et le reste, je pense que ça suivra. C'est un manque de démocratie qui fait qu'il y a un manque de séparation de pouvoir. Donc, c'est un seul pouvoir qui fait sa loi, impose tout aux autres. Et je pense que cela rend inerte les activités des autres pouvoirs. Vous comprenez que si un pays se gouverne comme ça ne peut pas aller. Au lendemain de ce 31 juillet, les Togolais s'attendaient à une initiative de proposition de projet de réforme par les députés de l'Assemblée nationale. Mais hélas, d'abord, comment appréciez-vous cette attente des Togolais? Oui, je crois qu'après les travaux de la 53e session de la CEDEAO, je crois que la CEDEAO, à travers sa feuille de route, a fait un certain nombre de propositions
Et ces propositions consistent d'abord à faire en sorte que le gouvernement commence par les mesures d'apaisement qui consistent en ce que les réfugiés, les personnes déplacées, les prisonniers, tout cela soit libéré. Et que quand nous allons revenir dans un climat de paix, alors là, nous puissions commencer les réformes. Et ces réformes-là portent sur beaucoup de points, la limitation du mandat, la révision du cadre électoral, la Cour constitutionnelle, la CENI, etc. Et c'est après ça que nous devrions nous pointer aux élections. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement a anticipé, non seulement anticipé, a escaladé le processus pour entamer le processus électoral sans avoir regardé le problème des mesures d'apaisement, ni regarder le problème des réformes. Comment pouvait-on aller à ces élections dans ces conditions? La CEDEAO a aussi institué un comité de suivi en collaboration avec la commission de la CEDEAO pour essayer de superviser tout ce qui va être fait. Mais ce comité de suivi, la commission n'ont pas encore commencé leur activité parce que c'est sur leur direction que les deux parties peuvent marcher. Alors, le pouvoir n'a pas attendu cette procédure que la CEDEAO a mis en place pour se lancer à sa façon, pour faire ce que le gouvernement veut. Et rappelons-nous tout d'abord qu'il y a eu plusieurs projets de loi du gouvernement concernant les réformes institutionnelles et constitutionnelles qui n'ont pas abouti. Et nous connaissons le problème. Il y a eu plusieurs propositions de loi des députés de l'opposition qui n'ont pas abouti. Et nous connaissons le problème. Alors, et c'est parce que nous ne sommes pas du tout entendus que cette crise s'est déclenchée. Alors, il faudrait d'abord qu'on s'asseye pour s'entendre sur les points de blocage et autres avant de mettre ces réformes-là à jour. On ne s'est pas entendu, on n'a rien discuté et vous comprenez que en sachant d'avance que nos propositions de loi ont été rejetées, je pense que sans pas que les parlementaires du groupe de l'opposition ne réfléchissent pas à ça. Nous y en avons réfléchi et tout ça là est sous notre main. Mais seulement cela devait être déposé et discuté avant d'aller à l'Assemblée nationale. Puisque nous connaissons déjà le sort qui est réservé à ça, puisque ça a été une fois discuté à l'Assemblée nationale, ça n'a pas trouvé consensus. Quelle serait l'utilité de l'amener maintenant alors que nous n'avons pas discuté pour nous entendre sur certains points? Ils n'ont pas voulu qu'on en discute. Vous voyez là où ils sont en train d'aller. Donc ils enclenchent le processus électoral alors que c'est ça qui devrait venir en dernière position. Ce qui n'est pas normal. Donc, l'opposition aujourd'hui a cette proposition de loi qui est sous notre coude. Si le pouvoir permettait que les choses marchent normalement, je pense que tout ça là devait être transmis au niveau de la commission et du comité de la CEDEAO pour que nos deux protagonistes puissent s'asseoir et discuter sur le problème, trouver un terrain d'entente afin que les réformes soient envoyées à l'Assemblée nationale pour être mises en œuvre. Donc, c'est comme ça que nous pensons que les choses devraient être faites. Alors, il y a quelques jours, honorable Targone, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition a rendu public un récapitulatif commenté d'un mémorandum mis à la disposition des facilitateurs de l'opinion nationale et internationale. Qu'est-ce qui se fait autour de ce document? Quelle est son importance? Le mémorandum que nous avons rendu n'a fait que récapituler les points que les chefs d'État ont eu à présenter de la manière dont ils proposent une sortie de crise. Et nous avons essayé de prendre point par point à partir du point 37 jusqu'au point 40 pour expliciter la façon dont nous comprenons que cela doit se faire. Vous savez que la CEDEAO n'a posé que les grandes lignes. Si on dit qu'on doit aller aux élections présidentielles, par exemple, on va ça comment? Comment ça va se faire? Est-ce que c'est après avoir limité le mandat ou bien on ne limite pas le mandat? Qu'est-ce qui va se faire? Donc, si la CEDEAO demande de proposer un cadre électoral, que ce soit la CENI, comment ça va se faire? Le mémorandum reprend tout ça là en précisant les étapes que nous aimerions que cela soit accompli avant que les choses n'aillent dans le bon sens. Donc, c'est ce que comprend globalement le mémorandum que nous avons présenté et que cela est transmis à la commission de la CEDEAO et au niveau de la CEDEAO, tout ça est déjà transmis et que nous attendons leur réponse. Alors, dans l'attente de cette réponse, qu'est-ce qui se fait autour, parlant par exemple de lobbying, parlant par exemple de rencontres, ou de qu'est-ce qui se fait autour du document lui-même?
Non, la coalition ne dort pas. Je pense que de toutes les façons, la coalition est à l'œuvre. Il y a une offensive diplomatique qui est faite à des niveaux donnés pour essayer de mieux clarifier cette position que nous avons, ou bien cette compréhension que nous avons de la feuille de route. Donc, on ne peut pas tout mettre sur la place publique. Donc, on ne peut pas aussi non plus avoir cet état de choses et rester calme. Vous comprenez, la coalition a des initiatives et ces initiatives sont mises en œuvre et que nous pensons qu'au bon moment, les gens sauront au moment où ça va être fait. Parlant du point 38 des propositions contenues dans la feuille de route de la CEDEAO, la coalition des 14 partis politiques accorde une importance à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Qu'est-ce qui ne va pas avec la CENI dans sa composition actuelle? La CENI, dans sa composition actuelle, vous comprenez que la CENI est composée déjà de 14 membres, alors que le total fait 17. Ce qui veut dire qu'il ne reste que 4 places qui sont réservées à l'opposition. Et vous comprenez que dans l'esprit de la négociation que nous sommes en train de faire, nous sommes fondés à vouloir que les choses se passent de façon consensuelle et paritaire. Alors, même l'esprit du code électoral, c'est dans l'esprit de la parité. Mais il se fait au Togo ici que c'est un peu bizarre. C'est le gouvernement, c'est-à-dire le pouvoir en place, qui nomme les opposants qui doivent être à la CENI. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Alors que le problème devait être, s'il y a la parité 8-8 et 1 de l'administration, qu'est-ce qui devait se passer? C'est que les 8 autres sont laissés à l'opposition. Puisqu'on a un chef de file de l'opposition, on a une organisation de l'opposition, de voir comment replacer ces éléments. Et il appartient au pouvoir aussi de prendre ces 8 pour replacer ces éléments. Mais c'est curieux que le pouvoir est libre de nommer les opposants, ceux-là que lui pense être opposants, dans le nombre des opposants, pour placer. Et vous savez au Togo ici que nous savons qui est qui. Lorsqu'on choisit tel, nous savons qui la personne là est. Donc, si tu n'es pas acquis à la côte du pouvoir, le pouvoir ne te nomme pas. Alors, si le pouvoir nomme jusqu'à 14 et l'opposition n'a que 4, où est la parité dedans? Est-ce que c'est ce que recommande le code électoral? Non. Alors nous voudrions que les choses soient appliquées normalement, dans l'équité. C'est pour cela que nous voyons que la CENI qui est en place est mal composée. Ce n'est pas ça, on ne peut pas. Et vous comprenez que cette organisation de la CENI, c'est elle qui se charge de l'organisation des élections, en commençant par le recensement électoral. Et vous savez que le recensement électoral, c'est la base même de l'élection. Si le fichier n'est pas correct, tout est faussé d'avance. Parce que si vous enregistrez les mineurs, vous faites des doublons dans le fichier, tout ça là, ça fausse les données. Et nous savons que le fichier qui est là est totalement corrompu. Et on a eu entre-temps à montrer les faiblesses de ce fichier en 2015, mais on a fait tout pour nous convaincre qu'il fallait laisser passer ces élections pour qu'après on puisse corriger, mais on n'en a rien fait du tout. Et on veut nous amener encore aux élections. Vous comprenez où est-ce qu'on va aller? Donc, vous voyez que nous avons beaucoup de choses que même la Commission de l'Union européenne a eu à désapprouver le caractère de ce fichier qui ne respecte aucune norme universelle. Ça ne répond à rien. Et vous comprenez qu'on prend un fichier national d'un pays pour confier à des étrangers. C'est quand même très grave. Hein? C'est les étrangers qui gèrent ces fichiers, mais qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Ils sont pour qui? Alors que dans les normes, c'est la CENI qui choisit le prestataire qui va servir de ça, mais c'est le gouvernement qui le fait. Et c'est le gouvernement encore qui est une partie aux élections, vous comprenez? Donc on fait tout pour mettre tout à son profit et que rien n'arrange, rien ne va être clair. Juste tout ce qui est fait, que ce soit les kits ou tout ça là, c'est fait au profit du pouvoir. Nous ne pouvons pas comprendre tout ça là. Je pense que si nous voulons aller à une élection transparente et équitable, il faut remettre tout ça là à plat, corriger tout et faire en sorte que nous puissions aller aux élections de manière transparente, comme nous le souhaitons tous. Alors, logiquement, on comprend qu'il y a eu une crise d'interprétation de la feuille de route de la CEDEAO. Rendre inclusive la CENI ou renforcer le processus électoral, que comprendre dans ces deux termes? Oui, la CEDEAO, pour nous, tel que nous percevons, tel que nous pouvons percevoir cette explication, c'est que la CEDEAO, quelque part, nous appelle à
esprit consensuel de la gestion des élections. Et cela veut dire que toutes les parties doivent être prises en compte et suivre de bout en bout le processus pour que cela soit clair. Alors, vous voyez que si nous voulons voir les protagonistes de la crise, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe. Et je pense que la CEDEAO l'a remarqué et ils ont constaté que les choses ne pouvaient pas se passer parce que ces pays qui sont venus et qui ont pris ces résolutions, ils savent ce qui se passe chez eux. Donc, c'est à cela qu'ils ont appelé à ce que la CENI soit inclusive. Inclusive, c'est-à-dire que tous les partis soient sérieusement impliqués et voient clair dans tout ce qui se passe pour que personne ne triche l'autre. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Et quand vous voyez le parti au pouvoir avec déjà 14 et 4 du côté de l'opposition, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pour cela que on voudrait que cela soit corrigé. Alors, à quoi le peuple togolais peut-il s'attendre aujourd'hui avec cette CENI? Non, c'est la fraude électorale en perspective et les contestations éternelles qu'on connaît vont revenir. Parce qu'on ne peut pas continuer. Si on veut se fier aux travaux de cette CENI, on va s'en sortir. Même si on allait aux élections, on s'en sortira avec les contestations et encore avec des violences. Et c'est ce que la CEDEAO voudrait éviter pour notre pays. Et je pense qu'il faudrait que chacun mette balle à terre pour qu'on s'asseye pour faire une fois de bon des élections. Quand vous prenez par exemple le fichier électoral, vous prenez d'abord la façon dont on enregistre des gens. Les gens sont enregistrés sur la base des simples témoignages et vont comprendre, on voit que 75% déjà du fichier électoral est enregistré sur la base de témoignages. Donc les gens qu'on a donné des dates de naissance, ces dates de naissance ne sont fondées sur rien du tout. Il n'a pas un acte de naissance qui témoigne qu'il est né à telle date précise, mais il a une carte électorale qui dit qu'il est né tant. Alors, on peut l'attribuer à un enfant de 10 ans, de 5 ans même, puisqu'il n'y a rien pour prouver cela. Alors, et c'est pourquoi l'opposition pense qu'aujourd'hui, il est temps pour qu'on puisse faire un travail correct. Organiser des audiences foraines au cours desquelles on va donner des actes de naissance réels aux électeurs, c'est-à-dire à toute personne adulte. Et après cette étape, tout ce qu'on dépense pour faire une carte électorale, c'est de la même manière qu'on procède pour faire une carte de nationalité. Les citoyens manquent de pièces de nationalité. Et c'est des coûts énormes qu'on utilise pour le faire. Ce serait l'occasion aussi de les attribuer en même temps des cartes de nationalité avec lesquelles ils pourront voter au lieu de faire encore des cartes électorales. On vote quand on est citoyen togolais. Et donc là, si tu viens avec ta carte de nationalité pour voter, c'est plus crédible que d'amener une carte électorale qui n'est fondée sur rien du tout. C'est dans un esprit de transparence totale qu'on voudrait que les choses soient faites. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un peu de contradiction puisque dans la feuille de route de la CEDEAO, il est préconisé quand même d'aller aux élections législatives le 20 décembre 2018 ? Est-ce qu'on peut véritablement reprendre, tel que vous le dites, le processus et respecter ce délai de 20 décembre 2018 ? Oui, bon, nous pensons que la CEDEAO a fixé une date, mais la CEDEAO, en venant au Togo, c'est pour éviter une crise. S'il faut faire des élections au 20 décembre et être dans la crise, à quoi ça a servi? Ça n'a servi à rien. Donc ce n'est pas la date qui est primordiale ici, c'est ce que nous allons faire pour que désormais au Togo, la paix y règne, que des élections se passent de façon transparente et équitable. Donc si nous voyons que nous avons entamé un processus jusqu'au 20 décembre, juste pour avoir une élection apaisée, et que nous constatons que cette date ne peut pas nous permettre de sortir apaisés, il vaut mieux qu'on repousse la date. Parce que des violences après, c'est autre chose. Chacun se rappelle de 2005. Donc juste après les élections, il y a eu près de 500 morts selon le rapport des Nations Unies, 1000 morts selon d'autres rapports d'ONG, sans compter les déplacés, les réfugiés partout. Alors, est-ce que c'est ça qu'on est en train de chercher? Est-ce qu'il faut toujours faire une élection et tuer les Togolais? Donc, je pense que le mieux, il faudrait qu'on s'asseye pour mieux faire que de continuer à vivre dans cette espèce d'amateurisme gouvernemental. On fait des choses comme si on n'avait pas le temps, alors qu'on le fait mal et on se dit qu'on fera mieux et ça ne fait que s'éterniser
tout le temps. Donc il faut arrêter tout cela. Alors aujourd'hui, concrètement, est-ce que ce n'est pas l'opposition qui a peur d'aller aux élections, de peur de se battre par un parti très puissant, très implanté? Un parti très implanté comme le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir n'est pas plus implanté que l'opposition. Si nous prenons l'opposition dans sa globalité, il est certes vrai que tous les partis de l'opposition ne peuvent pas s'implanter, n'ont pas la capacité de s'implanter partout, comme nous le souhaitons, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la population telle que nous la regardons est plus favorable à l'opposition. Donc la démarche telle que nous sommes en train de le dire, l'esprit du peuple aujourd'hui, c'est l'alternance. Et tous les sondages l'ont prouvé, les sondages d'Afrobaromètre l'ont prouvé. On a vu que près de 70% des Togolais veulent un changement. Et non seulement des Togolais qui sont de l'opposition. Quand on a pris le camp uni, il y a 53% qui ont dit qu'ils veulent le changement. Donc, vous comprenez, ils veulent le changement en 2020. Ça veut dire qu'ils ne veulent plus voir leur champion. Tout ça, là, ce n'est pas de l'amusement. Il faut mettre de côté les questions de force, de violence, des obligations ou bien de la dictature et de l'arbitraire qu'on exerce sur des gens pour les obliger à se plier. Il faut mettre ça de côté et regarder. La réalité, c'est tout autre chose. Si nous voulons regarder, aucune élection n'a été organisée au Togo de façon transparente. Rien n'a été fait pour qu'on puisse dire que ça a été fait comme ça et que ça n'a pas marché. Donc aujourd'hui, si quelqu'un doit avoir peur des élections, c'est le parti au pouvoir. Ces sondages ne sont pas venus pour les tromper. Eux-mêmes, ils savent. S'ils veulent aller aux élections, c'est parce qu'ils veulent organiser une élection frauduleuse, où ils savent qu'ils vont voler. Ils ne veulent pas compter sur le suffrage populaire. Ils ne veulent pas compter sur les voix du peuple. Ils ne veulent pas que ce soit la volonté du peuple, ni le choix du peuple. C'est pourquoi ils ont déclenché ce processus-là, comme ils veulent le faire, juste pour préparer les fraudes et passer en force. Alors là, il faudrait que nous comprenions. L'opposition n'a même pas peur d'élection parce que nous savons aujourd'hui que par rapport à ce que nous savons sur le terrain, si l'opposition, même si on dit l'élection, le parti au pouvoir ne verra rien devant l'opposition. Même quand bien même l'opposition court les autres fois pour aller comme ça aux élections sous une impréparation totale parce que le parti au pouvoir les a obligés à courir comme ça, le parti au pouvoir ne gagne jamais. Quand vous consultez les états, vous verrez finalement que le peuple a toujours voté pour l'opposition, malgré qu'ils sont allés en rang dispersé, malgré qu'il y a tout. Il suffit de rassembler les législatives que ce soit de 2007, de 2013, vous allez voir que l'opposition a toujours un grand nombre de voix plus que le parti au pouvoir. Si c'est les présidentielles qui gagnent, pourquoi nous on peut perdre les législatives et ne pas gagner les présidentielles? Alors, ça veut dire que le pouvoir utilise toutes sortes de manœuvres, toutes sortes d'artifices, des voies non autorisées, n'importe quoi, l'arbitraire pour essayer de donner un résultat, une démocratie à la façade, ça ne vaut rien. Alors, quoi qu'on dise, la date du 20 décembre 2018, elle est fixée. Comment se prépare la C14 à cette échéance-là, si jamais la CEDEAO insiste et que la CENI fait son chemin? De toutes les façons, la CEDEAO ne peut pas insister, parce qu'à moins qu'elle abandonne ses objectifs de créer un climat de paix dans la sous-région. Elle ne peut pas obliger que la date là soit maintenue. Si la CEDEAO veut la maintenir, c'est qu'elle remet en cause, elle veut une élection et non un climat de paix. Puisque c'est pour cela qu'il nous a appelés. Vous connaissez la dynamique que nous avions lancée au départ en organisant les manifestations. Mais si la CEDEAO est venue nous demander de se calmer du côté des manifestations parce que ça peut créer des troubles graves pour accéder à la paix, sur quoi la CEDEAO compte pour nous imposer quelque chose qui ne va pas nous conduire à la paix? Si la CEDEAO veut fixer le 20 décembre et que l'opposition ne sait pas, et rien n'a été fait, ni les réformes, ni les mesures d'apaisement, mais c'est que véritablement la CEDEAO n'a rien fait pour donner la paix. Nous voyons que rien n'a été fait et que cette date en tout cas pour le moment, ne nous importe pas.
Ce qui nous importe, c'est comment sortir, faire une élection transparente et équitable dans un esprit de paix, et pour que les Togolais sachent vraiment à quoi ils ont pris comme décision à travers les urnes. Donc c'est ce qui nous importe, nous autres. Alors, au sein de la masse, il est beaucoup plus question de savoir comment la C14 affrontera-t-elle ces législatives, rang unique, rang dispersé, des voix s'élèvent, ainsi de suite. On pointe du doigt accusateur, l'ANC par exemple, qui voudrait faire cavalier seul. Que répondez-vous à cette préoccupation du peuple, à cette question qui finalement constitue une problématique à laquelle tous les regards vraiment restent attentifs? Au niveau de la C14, nous pensons que c'est un faux problème. Faux problème, comment je l'explique? C'est que pour le moment, la C14 n'est pas encore dans la dynamique des élections. Nous sommes encore dans la dynamique des réformes. Et on n'a pas fini des réformes. Comment on pouvait aller à ces élections? Comment on peut réfléchir à aller aux élections, qu'on soit en rang unique ou dispersé, quand on ne sait pas le mode de scrutin, le découpage et tout autre? De toutes les façons, pour vous dire clair, c'est que la question n'a pas été discutée au niveau de la coalition. Alors, nous, c'est sur les réseaux sociaux qu'on apprend tout ce déballage-là, qui dit que tel a pris telle position, tel a pris telle position. Si nous attendons le jour que la coalition, au sein de la coalition, les discussions vont être menées et que nous allons sortir avec un communiqué clair pour dire la coalition ne peut pas aller en rang uni à ces élections, puisque la question n'a pas été discutée. Bon, si c'est isolement que les gens parlent, nous pensons que ce sont des positions et des analyses individualistes qui ne concernent pas la coalition. Et à un moment donné, la coalition va se prononcer clairement sur ce sujet. Très bien. Parlons un peu de l'Assemblée nationale. Dans son dernier projet de loi voté par la majorité parlementaire, le régime a décidé de la limitation du mandat des députés à l'Assemblée nationale. Honorable Targone, que pensez-vous donc de cette option limitation du mandat des députés? On ne peut pas refuser la limitation des mandats des députés si le peuple togolais pense que c'est une bonne décision. Tout peut-être ce qu'on peut craindre. Parce que ici, la politique est un choix. Ce n'est pas un métier. Alors, on peut aussi craindre qu'à un moment donné, en limitant les mandats, qu'on ait épuisement de ressources humaines qui optent pour la politique ou qui se pointent pour aller aux élections. Donc, c'est pourquoi ce côté-là, c'est un peu difficile. Ce n'est pas le cas au niveau de l'exécutif, au niveau des présidentielles, où il n'y a qu'un seul individu. Au niveau des députés, il faut beaucoup de personnalités et des personnalités de qualité. Il faut vraiment rechercher. Et si on veut mieux faire le travail à l'Assemblée nationale, il vaut mieux qu'on donne la chance. Bon, il appartient quand même au pays ou bien aux politiques de faire un sondage de la disponibilité de ces ressources humaines et voir si c'est possible de le faire. Donc, il faudrait que tout gouverner, ça prévoit. Il faut réfléchir beaucoup à cela et voir si, en prenant cette option, dans 30 ans ou 50 ans, on ne va pas voir qu'il y a plus de gens qui se présentent pour être candidats ou peut-être des gens qui se présentent, ce n'est pas ce qu'on recherche et que l'institution devienne peut-être une coquille de quelque chose qui ne sert à rien finalement. Alors, honorable Targone, dites-nous, serez-vous candidat aux législatives du 20 décembre prochain? Bon, je suis là en tant que député. Bon, tout ce que nous pensons, tout ce que je pense, c'est que le DSA a ses candidats qu'il présentera dans plusieurs zones d'ailleurs. Alors, ici, si jusqu'à cette période-là, le DSA estime que le président que je suis, l'honorable Targone, donc on peut me présenter, je peux me présenter dans mon milieu, là je me présenterai. Si nous constatons qu'en présentant d'autres personnes, on fera beaucoup, puisque l'essentiel pour nous, c'est de faire une force pour le parti. Donc nous présenterons. Il n'est pas question, au moment où nous sommes encore à une distance donnée, qu'il prononce déjà sur cette question,
parce que il y a beaucoup de choses qui se passent avant des élections. De toute façon, si Dieu nous prête vie, nous avons envie de beaucoup de faire mieux aux prochaines élections. Et nous nous attendons à mettre tout ce qui est tout ce qui peut nous aider à atteindre cette étape-là, tous les ingrédients qui vont venir nous aider à atteindre, à avoir plus de députés à l'Assemblée nationale. Je pense que nous n'allons pas les exclure et j'en fais partie. Et que c'est à cela que nous allons nous en tenir pour aller aux élections. Alors, honorable Targon, depuis quelques semaines, les mosquées du Togo sont profanées à travers des incendies. Quelle lecture faites-vous de ce crime tel que l'a qualifié le ministre de la Sécurité? Oui, je crois que c'est des crimes très crapuleux qu'on doit condamner, que nous condamnons tous. Je pense que ceux qui le font, moi, je ne peux pas savoir ce qui est caché derrière. On ne comprend pas. Ça n'a pas de raison d'abord, parce que au Togo ici, toutes les religions vivent en harmonie et on n'a jamais vu ces événements-là à aucun moment de l'histoire du Togo. C'est la première fois qu'on voit ce genre de choses. Et si nous voulons vraiment situer l'événement, nous allons voir que ça arrive au moment des mouvements politiques, au moment des crises, au moment de la crise politique. Alors, on peut se poser la question de savoir qui pose ces actes-là, à qui cela profite. Donc, on peut se poser ces questions, mais s'il faut dire qu'on veut faire croire que c'est peut-être d'autres obédiences religieuses qui s'attaquent aux musulmans, là, nous avons compris que tout ça là est carrément faux. Ça ne peut jamais arriver au Togo ici et que c'est très difficile parce que nous tous nous connaissons au Togo ici. Les gouvernants qui sont là ont la responsabilité de rechercher ces individus-là, à moins que ce soit eux-mêmes. On ne les retrouvera pas. Mais si c'est d'autres personnes, je sais qu'au Togo ici, la façon dont on persécute les gens ici, on pourchasse les gens ici, qu'on retrouve tout le monde, je pense que ça serait très facile de trouver ces gens-là. Et moi, je pense qu'il ferait, le pouvoir en place ferait mieux de retrouver ces individus-là et les mettre à la place pour qu'ils avouent au fait ce qui les a motivés à ce genre d'actes ignobles. Il y a un an, le Parti national panafricain PNP a remué le pays à travers de gigantesques manifestations. Dans sa lecture, le gouvernement a assimilé cette lutte au terrorisme. Aujourd'hui, avec la profanation des mosquées, que peut-on dire? Nous savons ce qui se passe. Tikpi Achadam, on pense qu'il est musulman et comme tel, le PNP serait un mouvement d'obédience religieuse, ce qui n'est pas aussi vrai parce que M. Tikpi Achadam est avec la coalition des 14 partis de l'opposition. Le parti de Tikpi Achadam ne s'impose pas tout seul. Si nous voulons regarder dans la coalition, il y a 95% de personnalités qui sont d'autres religions, catholiques ou autres. Alors, on ne peut pas véritablement dire que c'est au fait encore Tikpi Achadam qu'on qualifie de terroriste ou bien de djihadiste qui s'attaque à lui-même en cassant ses propres mosquées. Donc, tout cela, de façon présomptueuse, on peut deviner à peu près qui peut le faire. Ça ne peut pas être Tikpi lui-même. Il ne peut pas se blesser lui-même. C'est vrai que son mouvement est soutenu par des sympathisants de tous ordres. Mais on a l'air de croire que la plus grande partie des sympathisants sont musulmans. Mais c'est normal parce qu'il fait partie d'un clan qui est musulman. Et vous savez qu'au Togo ici, il n'y a rien à cacher en ce qui concerne l'appartenance politique et l'appartenance ethnique. Le vote au Togo ici est très clanique et ethnique, et tribal même. Donc, personne ne s'étonne quand on voit que le parti uni, qui a son chef originaire de Kara, qu'il soit soutenu par le parti, par les gens de Kara. Personne n'est surpris de ça. Pourquoi on devait être surpris parce que Tikpi Achadam, sortant de Sokodé, que les gens de Sokodé le soutiennent? C'est une question très propre que nous connaissons tous au Togo, même si on a l'impression que ce n'est pas ce que disent les lois, mais c'est une réalité, un constat qu'on doit faire et en tirer les conséquences. Il appartient aux Togolais de savoir comment équilibrer leur politique pour faire en sorte que
l'intérêt général soit préservé. Revenant donc à la feuille de route et à la CENI, il était dit dans la feuille de route qu'un comité de suivi sera mis en place. Alors aujourd'hui, la question c'est de savoir à quand la mise en place de ce comité de suivi et quelle suite donner à la lutte qui résiste au temps. Oui, le comité de suivi, nous avons eu, ça fait déjà plusieurs reports que ce comité de suivi annonce arriver, mais n'est pas encore arrivé. Nous pensons que tel que la CEDEAO l'a clairement exprimé dans sa feuille de route, tout sera fait sous supervision de ce comité. Alors, la CEDEAO même a manifesté son désir que ce comité apporte son assistance, son expertise technique et autres à la CENI et aux institutions qui vont entrer dans l'organisation des élections. Étant entendu que ce comité, même, en tout cas, n'a pas encore entrepris ses activités, on ne pouvait pas comprendre que le processus a commencé alors qu'eux ne sont pas là. Donc l'assistance technique et autres que nous voulons pour la transparence, où est-ce qu'on place cela? Alors, je pense que c'est vrai que la CEDEAO n'est pas encore là, mais la crise, elle est là. Et je pense que si ça doit demeurer éternellement, à un moment donné, je pense que chaque parti finira par prendre son option. Mais si nous nous rendons compte aujourd'hui que la CEDEAO est incapable de nous donner solution, les Togolais vont prendre acte et savoir ce qu'il y a lieu de faire. Chacun prendra son camp tel qu'il menait, puisque chacun avait son option. L'opposition n'a que sa seule arme qui est les manifestations. Donc, c'est la même chose qui vont recommencer, c'est tout. On ne peut plus s'attendre à autre chose. L'opposition ne va pas se taire ou bien aller rester pour pleurer quelque part. Nous allons recommencer ce qu'on faisait pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, pour nous permettre d'avoir que la démocratie vienne au Togo. Alors, une dernière question, honorable Targon. Je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes dans l'émission La Voix du Peuple avec notre invité, honorable Targon Sambrini, président national du parti DSA. Le gouvernement a procédé à l'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. Comment vous, en tant qu'élu du peuple, vous avez accueilli cette information, cette décision du gouvernement? Je pense que si j'apprenais que le gouvernement a augmenté les salaires, ça me réjouirait et je comprendrais l'attitude du gouvernement. Puisque c'est le président actuel, le président Faure, qui a dit qu'il a placé son mandat sous un mandat social. Dans un mandat social, c'est que les gens vivent mieux. C'est que les citoyens sont allégés, le panier de la ménagère est allégé. Mais dans le cas où le panier de la ménagère n'arrive pas, même à moitié, et qu'on vide ça encore, je ne comprends pas comment ça peut s'expliquer. Je pense que c'est une décision qui n'est pas du tout acceptable aux yeux des Togolais, dans la mesure où la précarité règne, où on crie à la faim partout, où le Togolais n'arrive pas à manger à sa faim, et qu'on lui demande de dépenser encore plus pour payer cela. Je pense que l'État doit être conscient, l'État, en tout cas, puisque l'État n'est pas seul, les gens qui représentent l'État, ils ont la conscience de ce qui se passe dans le pays et en multipliant les problèmes pour des gens, on ne fait que créer des situations très complexes et cela ne crée pas un climat de paix, un climat d'harmonie. Cela ne va pas arranger le pays. Et moi, je pense que cette décision impopulaire, il faut arrêter ça. Il faut qu'on arrête de harceler le peuple comme si on voulait faire fuir le peuple togolais sur son territoire pour aller ailleurs. Puisque c'est les Togolais qu'on voit partout au Nigeria, au Ghana, pour aller chercher bonheur là-bas. Le pays là est là pour s'occuper de ses citoyens. Si on regarde, on observe les Togolais à l'extérieur, ils sont plus nombreux que les Togolais qui sont sur leur propre territoire. On ne va pas continuer de compliquer la vie aux gens ici comme s'ils n'avaient pas le droit d'être ici. Donc moi je pense que le gouvernement peut avoir des difficultés. Moi en tant qu'opposant, je comprends que le gouvernement ait des difficultés parce que d'abord la gestion, la bonne gouvernance, la gestion de la chose publique est mal gérée, il y a une mauvaise gouvernance et nous tous nous le constatons. Les institutions ne fonctionnent pas bien. Bon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Quel que soit l'argent qu'on met dans le pays, ça ne va pas aider le peuple.
puisque aujourd'hui, c'est le chef de l'État même qui a eu à dire il y a une minorité qui s'accapare des biens et que c'est la majorité qui vit dans la souffrance. Mais en imposant ces prix, qui souffre? C'est la majorité là qui va toujours souffrir. Et je pense qu'ils ne font pas mieux en augmentant les prix. Ils ne font que créer des situations beaucoup plus difficiles pour le Togolais. Et le Togolais va réagir contre ça. Je pense que le Togolais a le droit de dire non à tout ça là. Alors, honorable Targon Sambrini, président national du parti DSA, membre de la coalition des 14 partis politiques, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre entretien. Quel sera votre dernier mot? Merci beaucoup. Bon, je pense que notre débat tournait autour de la crise sociopolitique au Togo. Et je pense que le Togo est un pays de la sous-région ouest-africaine. Il est le seul pays aujourd'hui où la démocratie peine à se réaliser. Et je pense que tous les Togolais sont responsables devant l'histoire face à cette situation. Les opposants à la démocratie ou unis est coupable de s'opposer à l'épanouissement du peuple togolais en lui refusant volontairement la démocratie. De plus, les opposants sont aussi responsables. Ils ont une lourde tâche de faire en sorte que l'alternance arrive dans notre pays. Il n'y a que ce seul canal qui peut libérer notre peuple, lui permettre de travailler. Un esclave ne peut rien faire. Il faudrait que les gens déposent bas la terre pour nous permettre de pacifier, d'arranger notre pays, de faire en sorte que notre pays soit un milieu où chacun peut vivre aisément. Et c'est cela que nous devons tous poursuivre. Et je pense que, comme on le dit, la lutte populaire est invincible et nous pensons que le peuple n'a qu'à continuer la lutte. C'est mon mot pour tout le peuple togolais qui n'a qu'à continuer la lutte jusqu'à sa libération totale. C'est un droit légitime que le peuple doit défendre. Honorable Targon Sambrini, merci. Merci, M. Rodrigue, et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Que le bon Dieu garde chacun chez soi et le protège pour le bien-être de tous. Merci. C'était votre émission La Voix du Peuple depuis Lomé, la capitale togolaise, avec au micro Rodrigue Aego et son invité, honorable député Targon Sambrini, président national du parti politique DSA, membre de la coalition des 14 partis politiques. Avec notre invité, nous avons abordé les grands sujets d'actualité, parlant bien sûr de la mise en œuvre de la feuille de route de la CEDEAO, la mise en place du comité de suivi et des activités de la CENI, sans oublier l'augmentation des prix à la pompe des produits pétroliers. Merci à vous qui nous avez suivis. Bonne suite de nos programmes. Au revoir. La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. La voix du peuple, une émission du peuple par le peuple. Le peuple s'exprime à travers des interviews, analyses et débats sur l'actualité politique et le développement du Togo. La Voix du Peuple, une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos et ses collaborateurs dans la diaspora et dans plusieurs villes du Togo. La Voix du Peuple. Radio Avoulété, la voix de la résistance du peuple togolais.